Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, une question qui nous concerne tous, tous les jours, la technique. Est-ce qu'elle est à notre service ou est-ce que finalement, c'est nous qui sommes à son service? C'est une tension aussi vieille que le premier silex taillé, mais qui n'a jamais été aussi brûlante qu'à notre époque. Alors, la technique nous libère ou elle nous aliène? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pendant très longtemps, on a cru que la technique, c'était notre super pouvoir, ce qui nous plaçait tout en haut de l'échelle du vivant. Mais quand on regarde cette image, l'idée est tout de suite moins évidente, n'est-ce pas? On voit un chimpanzé qui utilise un outil, une brindille, avec une intention précise. La frontière entre l'humain et l'animal semble soudain bien plus poreuse. Alors, la question mérite d'être posée. Est-ce que fabriquer des outils est vraiment le propre de l'homme? Pendant des siècles, la réponse était un oui massif. L'humain crée, l'animal, lui, ne fait que subir les lois de la nature. Mais aujourd'hui, les observations scientifiques nous obligent à nuancer, voire à complètement repenser cette vieille certitude. Pour y voir plus clair, mettons deux visions face à face. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a Karl Marx. Pour lui, la différence est limpide. Ce qui distingue l'humain, c'est la conscience, le projet. Même le plus mauvais des architectes imagine sa construction dans sa tête avant de la commencer. C'est l'intention qui prime. Mais de l'autre côté, on a les faits, les observations sur le terrain. Les chimpanzés ne font pas que prendre un bâton par hasard. Ils le choisissent, ils l'effeuillent, ils l'adaptent. Et plus fort encore, ces techniques se transmettent de génération en génération et varient d'un groupe à l'autre. On parle carrément de culture technique. D'un coup, la belle distinction de Marx entre le projet humain et l'instinct animal, elle devient beaucoup plus floue. Que cette compétence soit unique ou partagée, elle a toujours été porteuse d'un espoir immense. C'est le début de notre histoire. Le premier acte, si vous voulez, celui de l'optimisme, de la conviction que la technique allait nous affranchir de toutes nos peines. Et cette promesse, elle est formulée de manière éclatante par René Descartes au XVIIe siècle. Son projet, c'est de passer d'une philosophie théorique à une philosophie pratique. Le but? Comprendre les lois de la nature pour les retourner à notre avantage. Pourquoi faire? Pour conserver la santé, pour profiter de la vie sans labeur excessif. C'est vraiment le point de départ du grand projet de la modernité. Maîtriser la nature pour améliorer le sort de l'humanité. Faisons un bond en avant de quelques siècles. Le philosophe Henri Bergson nous raconte cette petite histoire qui est absolument géniale. Au début de la machine à vapeur, un enfant devait passer sa journée à ouvrir et fermer des robinets. Son attention était totalement prisonnière de la machine. Et puis un jour, un enfant, plus malin ou plus paresseux, a eu l'idée de relier les robinets au balancier de la machine. Et hop, ça s'est fait tout seul. L'automatisme était né. La machine fonctionnait, mais l'esprit de l'enfant, lui, était enfin libre. C'est l'illustration parfaite de cette promesse de libération par la technique. C'est une belle histoire. Mais, comme souvent, il y a un mais. Cette promesse de libération s'est peu à peu fissurée. Le rêve d'un humain servi par ces machines a commencé à ressembler à un tout autre scénario. Et si, en réalité, c'était nous qui étions devenus les serviteurs? C'est toute la puissance de l'analyse d'Hannah Arendt. Elle fait une distinction cruciale. Un outil, un marteau par exemple, reste le serviteur de la main. Il obéit à notre rythme. Mais une machine, elle, impose son propre rythme. C'est le corps de l'ouvrier qui doit s'adapter au mouvement mécanique de la chaîne de montage et pas l'inverse. Vous voyez, la relation maître-esclave est complètement inversée. L'humain ne dirige plus, il suit. Et ce renversement nous mène tout droit à un concept philosophique majeur, l'aliénation. Devenir aliéné, c'est devenir étranger à soi-même. Quand le travailleur n'est plus qu'un simple rouage dans un immense système qu'il ne maîtrise pas, quand il exécute une tâche répétitive sans en voir le sens, il est dépossédé d'une part de son humanité. Il devient en quelque sorte une pièce interchangeable au service d'un objet. Cette critique va en fait encore plus loin. Elle ne concerne pas seulement notre rapport au travail à l'usine, elle concerne notre rapport au monde entier. Le fameux projet de Descartes de devenir maître et possesseur de la nature, est-ce qu'il n'aurait pas pris une tournure un peu inquiétante? Pour bien comprendre ce changement de paradigme, le philosophe Martin Heidegger utilise une comparaison très parlante. D'un côté, le vieux moulin à vent. Il se plie au vent, il utilise ce que la nature lui donne quand elle le donne. C'est une relation de collaboration. Maintenant, de l'autre côté, le barrage hydroélectrique. Là, on n'est plus du tout dans la même logique. Le barrage ne se contente pas de recevoir. Il commande, il somme le fleuve de livrer son énergie, il la provoque, l'extrait, la stocke, la transforme. La nature n'est plus une partenaire, elle devient un simple stock, un fonds de ressources à notre disposition. Cette phrase d'Heidegger est d'une force saisissante. Pensez-y. On ne dit pas qu'on construit la centrale sur le fleuve. C'est le fleuve lui-même qui est emmuré, encastré dans la centrale. L'image est presque violente.
Elle montre parfaitement comment la technique moderne ne se contente plus de composer avec le monde, mais le reconfigure, le soumet entièrement à sa propre logique de performance et d'efficacité. Alors, on est condamné? Faut-il choisir son camp entre un optimisme un peu naïf et un pessimisme qui paralyse toute action? Peut-être pas. Peut-être qu'il existe une troisième voie, une façon plus fine de penser notre relation à la technique. Pour trouver cette voie, c'est parfois utile de revenir aux sources. Chez les Grecs anciens, pour Aristote par exemple, la techné, ce n'est pas juste de la fabrication. C'est un savoir-faire, une production guidée par la raison. Autrement dit, la technique est une forme de connaissance, une manière intelligente d'agir sur le monde. Elle n'est pas juste en tas d'outils, elle est porteuse d'une culture. Et cette idée de culture, elle est au cœur de la pensée d'un philosophe français, Gilbert Simondon. Pour lui, il faut absolument sortir de l'opposition stérile entre les technophiles, qui admirent tout sans discernement, et les technophobes, qui rejettent tout en bloc. L'enjeu, nous dit-il, c'est de développer une véritable culture technique. Pas besoin de devenir ingénieur, mais il s'agit de comprendre la logique, les principes des objets techniques qui nous entourent. Car notre rôle change. Avec l'automatisation, on passe d'un rôle d'acteur à un rôle de chef d'orchestre, de superviseur. Comprendre ça, c'est la clé pour retrouver notre juste place au milieu de nos créations. Et toute cette réflexion, bien sûr, nous ramène de plein fouet à notre présent. Avec l'intelligence artificielle, qui apprend, qui évolue, qui peut même nous surprendre, la question de la maîtrise devient vertigineuse. Si la technique n'est plus un simple outil, mais un système qui nous englobe et nous transforme, comment peut-on encore se penser comme les maîtres du jeu ? C'est sans doute la grande question philosophique qui va nous occuper pendant tout le XXIe siècle. Voilà, la question reste ouverte et elle est passionnante. Si cette plongée philosophique dans notre rapport à la technique vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Merci de votre attention et à très bientôt.